Heureux de vous retrouver sur France 24 à la une du Journal de l'Afrique aujourd'hui. Un reportage sème le doute en Guinée. Les autorités de transition auraient déjoué une tentative de coup d'État il y a quelques mois. On en parle avec notre confrère de RFI, Sidi Yansané. Total Energy répond aux critiques. Le groupe met sur pied une mission d'évaluation du volet foncier de ses projets pétroliers en Ouganda et en Tanzanie. Plusieurs ONG les jugent néfastes pour l'environnement et le climat. Et puis le timbre et la voix puissante de Clémentine Ayeffouni, la soprano togolaise au Palais des Congrès de Lomé. Pour la première fois, elle veut promouvoir dans son pays la musique classique, un genre peu connu. Les images laissent de nombreux Guinéens dubitatifs. Un reportage de 15 minutes à la télévision nationale. Il évoque une tentative de coup d'État contre le colonel Mamadi Doumbouya, déjouée il y a plusieurs mois. La vidéo donne les détails de l'opération manquée et présente, entre autres, les aveux des auteurs présumés putschistes qui auraient bénéficié de la grâce présidentielle. Bonjour Sidi Yansané. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI Radio France Internationale. Vous connaissez très bien la Guinée. Vous vous êtes entretenu avec le porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gawad Diallo. Il vous a confirmé ce coup d'État manqué. Exactement, il confirme donc la véracité de ce reportage qui, il faut quand même le dire, lorsqu'il est sorti, a laissé beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices vraiment dubitatives. C'est pas la première fois que les RTG manipulent des images. Sous Alpha Condé, c'était pareil. Il était, je me souviens, en 2019 à l'ONU et les RTG a montré des images d'une salle de l'ONU, une plénière totalement pleine, alors qu'en fait, elle était quasiment vide. Donc, ces choses-là tendent à faire rappeler aux Guinéens que les choses sont pas forcément toujours claires. On a parfois des doutes. Mais le ministre Gawal, le porte-parole du gouvernement Gawal Diallo, nous confirme effectivement que ce sont effectivement des tentatives de coup d'État, que ces auteurs sont bien présentés là, et qu'il explique quelque part que si finalement on les met à la télévision aujourd'hui, c'est parce que le président Doumbouya les a graciés à l'occasion du Nouvel An. Mais c'est vrai que malgré tout, même cette grâce même pose question. Oui, alors justement, sur ces auteurs, à la manœuvre, il y a un capitaine, un certain Abdoulaye de Cissé. Et ce qui interroge, c'est aussi la diversité des profils des auteurs présumés. Oui, des profils qu'on voit jamais dans ce genre d'opération présumée en cas de tentative de coup d'État. Un élève, on voit une commerçante qui explique qu'elle achète du lait Gloria pour des sacrifices. Une surintendante qui parle en fait qu'elle arrivait dans un endroit et que l'on voit derrière vous d'ailleurs. Voilà, que c'était que les gens parlaient d'un coup d'État et qu'elle a rien dit, elle s'en veut. On voit aussi un artiste manager, je sais pas quoi, un éleveur de bétail encore une fois qui dit avoir égorgé un chameau en termes de sacrifice pour le succès de l'opération. Donc rien que ce profil-là, déjà, les laisse dubitatifs. On parle pas de gens qui sont clairement entraînés, qui sont armés, qui ont même l'air d'être aguerris pour ce genre d'opération. Le Abdoulaye de Cissé même, le capitaine qu'on nous présente même, lui-même, quand il parle en fait finalement qu'il n'est qu'un exécutant, qu'il recevait des ordres en fait d'un certain Ali Camara, voilà, et même d'un Alia Camara qui était emprisonné pendant plusieurs mois par la junte, l'accusant en fait d'avoir volé durant le coup d'État du 5 septembre 2021, d'avoir volé des sommes qui étaient présentes à la présidence. Donc que ce monsieur depuis sa prison aurait organisé le coup d'État, la tentative de coup d'État avec l'aide d'Abdoulaye Cissé. On n'a pas du tout de détails sur les liens entre les deux. On ne sait pas qui sont les autres éléments, ceux qui vraiment auraient les armes, auraient l'équipement et constitueraient l'équipé solitaire, en tout cas solitaire en groupe pour aller renverser le colonel Doumbouya. Donc toutes ces interrogations aussi, le profil des personnes présentées, et vraiment laisse à interrogation, oui. Interrogation aussi sur le calendrier finalement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de date précise, oui. On évoque quelques mois, mais la question aussi de savoir, c'est le calendrier. Pourquoi faire l'annonce de cette tentative de coup d'État déjouée maintenant ? La RTG donc nous explique que s'ils ont été arrêtés, ces individus, il y a plusieurs mois, donc ils viennent de sortir de prison. Il précise aussi, la RTG précise aussi que ce complot aurait été fomenté déjà depuis des années, sans préciser si c'était avant l'arrivée du colonel Doumbouya ou après. Bon, on peut supposer que c'était peut-être durant le CNRD, le régime de la junte du CNRD. On peut comprendre que lorsqu'un coup d'État est déjoué, en plus, qu'on n'en parle pas à la population, déjà pour pas l'inquiéter et aussi pour montrer que le pouvoir est fort et solide. Mais là, on ne comprend pas pourquoi justement, pour un coup d'État déjoué, on nous en parle aujourd'hui. Ça relève des inquiétudes, d'autant que là, le reportage tel qu'il a été présenté
au contraire, montre une espèce de manipulation, en tout cas supposée. Hein, c'est ce que la rue de Conakry raconte, en tout cas. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ça intervient alors que près de 2 mois maintenant qu'Internet est coupé en Guinée. Beaucoup au sein de l'opposition, comme au sein de la société civile d'ailleurs, il faut une forme de censure. On va écouter à ce sujet Abdourahmane Sanogo. Il coordonne le mouvement citoyen pour la République. On va en reparler juste après. Il donnait une conférence de presse ce jeudi. Des propos recueillis par notre correspondant Malik Diakité. Les constantes violations de la charte de la transition et des lois par le CNRD obèrent l'efficience et la cohérence du fonctionnement de l'État et nous éloignent des exigences d'un État de droit. Ces violations sont illustrées par la restriction de la liberté de presse et des droits civiques, l'interdiction de manifester, les limitations de l'accès à l'Internet, le brouillage des ondes des médias privés, l'instrumentalisation et la personnalisation de la justice, la persécution des magistrats qui défendent l'éthique dans leur profession. Alors, des autorités de transition accusées de censurer, de ne pas vouloir dialoguer, de confisquer le pouvoir. Finalement, dans ses vœux pour la nouvelle année, le colonel Doumbouya a annoncé un référendum constitutionnel pour 2024. On se souvient que lors de sa prise de pouvoir en 2021, en septembre 2021, il s'était engagé, en tout cas par la suite, à remettre le pouvoir aux civils d'ici 2025. On est à 2 ans après sa prise de pouvoir, quasiment. On est sur la bonne voie pour un retour à l'ordre constitutionnel ? Disons qu'on est sur une voie qui semble... le calendrier semble difficile à respecter. Le président donc, a annoncé le référendum constitutionnel sans donner la date, mais il y a un recensement à faire, général de la population dans les frontières guinéennes, mais également les Guinéens de l'étranger. Il y a un fichier électoral à redéfinir. On nous apprend aussi qu'un redécoupage circonscriptionnel est en train d'être pensé, en tout cas, être élaboré. Enfin, il y a des étapes, il y a des élections, donc d'abord communales, municipales en quelque sorte, législatives, puis présidentielles, tout cela en 12 mois. Voilà, notamment les autorités cherchaient aussi des fonds pour organiser toute cette transition, ces élections. Une bonne partie a été, visiblement d'après les autorités, a été rassemblée. Mais le calendrier, l'organisation de chacune de ces étapes, la junte mettait 10 points d'étape pour aller à la fin de la transition. C'est juste cette question de calendrier qui pose problème en fait, en tout cas pour l'instant. On va voir si les choses, dans les prochains mois, si elles accélèrent. Mais même si elles accélèrent, il y a le risque qu'elles ne soient pas forcément du goût de tout le monde. Le président Mamadi Doumbouya vient d'annoncer que des délégations spéciales vont être déployées à travers le pays. Des délégations spéciales, c'est en fait des gens nommés qui vont remplacer les conseillers communaux dont le mandat vient d'arriver à terme. Là, déjà, c'est un vrai problème pour beaucoup d'opposants parce qu'ils estiment que les délégations étant nommées seront au service du CNRD et du colonel Mamadi Doumbouya. Donc vont organiser des élections pour quelque part les gagner. En tout cas, ça, c'est ce que les opposants donnent comme accusation. Donc moi, sur la transition, la fin de la transition, c'est plus la question du timing qui, de mon point de vue, la saute aux yeux, est très très serré et je pense va vraiment poser problème. Merci beaucoup Sidi Yansane. Je rappelle que vous êtes journaliste à la rédaction Afrique, je vais y arriver, de Radio France Internationale, RFI. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Total Energy fait évaluer ses projets controversés en Ouganda et en Tanzanie, ses puits de pétrole et cet oléoduc ardemment critiqué par les ONG. C'est au Béninois Lionel Zinzou qui a été confié la tâche d'analyser l'aspect foncier des programmes. Ses conclusions sont attendues d'ici avril. Clarisse Fortuné. Voici une partie du territoire au centre des 2 projets controversés du groupe Total Energy, connus sous le nom de projet Tilanga. Ils comprennent le forage de plus de 400 puits de pétrole et la construction d'un pipeline de 1443 km dans la réserve naturelle de Murchison Falls, dans l'ouest de l'Ouganda. Ce qui a suscité parmi les habitants et les défenseurs de l'environnement de vives critiques et des craintes pour l'écosystème fragile de la région. Cela aura également un impact sur plus de 19 000 ménages et communautés, avec la relocalisation de plusieurs centaines d'habitants. Le géant français de l'énergie affirme désormais avoir lancé une révision de ses pratiques en matière d'acquisition de terrain. Dans un communiqué, il déclare « Alors que le processus d'acquisition foncière touche aujourd'hui à sa fin, cette mission évaluera les procédures d'acquisition foncière mises en œuvre, les conditions de consultation, d'indemnisation et de relocalisation des populations concernées, ainsi que le processus de traitement des griefs. » Total Energy a également nommé l'ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinzou, pour diriger l'évaluation de l'acquisition des terres, le qualifiant d'expert reconnu du développement économique de l'Afrique.
Mais de nombreux écologistes ont déjà exprimé leur scepticisme quant au rapport qui devrait être soumis d'ici avril. Alors que les prix du gaz flambent au Nigeria, de nombreux ménages ont trouvé la parade. Le gel de bioéthanol s'est invité dans les cuisines, un combustible plus propre et beaucoup moins cher. Caroline Lambolet. Ça n'a l'air de rien, mais ça a changé la vie à Shola Adayemi. Ce gel, fabriqué à partir de biomasse, est moins cher que le gaz de cuisine. Je l'ai testé et c'était vraiment bien. Ça permet de cuisiner rapidement. Je l'utilise pour faire cuire des haricots. Vous savez, les gens disent que les haricots, ça prend du temps. Mais moi, j'utilise le bioéthanol pour cuire les haricots. Avec la flambée du coût de la vie, le gaz de cuisine est devenu hors de prix pour de nombreux Nigérians. Ceci, après une décision prise par le président Bola Ahmed Tinubu en mai, mettant fin aux subventions gouvernementales sur les carburants. L'inflation a atteint plus de 27% en moyenne en octobre, un record jamais vu depuis 18 ans. En plus d'être moins cher que le gaz de cuisine, le bioéthanol émet moins de gaz nocifs. De nombreuses maladies respiratoires et cardiovasculaires non transmissibles sont liées à la pollution de l'air, que l'on appelle la pollution de l'air domestique. Passer à un carburant comme le biocarburant, qui est renouvelable, va donc nous aider à réduire le nombre de victimes liées à ces problèmes de santé, tout en protégeant notre environnement des émissions carbone. D'après l'Organisation mondiale de la santé, plus de 93 000 femmes meurent chaque année au Nigeria de maladies causées par la pollution de l'air domestique. Allez, vivons à présent au son de l'opéra classique, un genre que Clémentine Ayefouni veut faire vivre à travers son pays, le Togo. La soprano s'est produite à Lomé pour les fêtes de fin d'année, une représentation à laquelle ont assisté Emmanuel Sodji et Raphaël Ntale. Tout dernier réglage avant de monter sur la scène du Palais des Congrès de Lomé. 12 ans après son premier concert d'art lyrique, c'est la consécration pour l'une des seules sopranos légers au Togo. C'est une fierté pour nous d'être ici, sur cette grande scène. Ça nous confirme que nous sommes accompagnés, que le public nous soutient depuis que nous avons commencé pour arriver à ce niveau. Pour ce concert de chant classique et sacré, la soliste a fait appel à l'Orchestre symphonique national du Ghana, célèbre pour s'être produit devant d'éminentes personnalités comme la reine Elisabeth II ou l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Waouh, c'est super, c'est un honneur d'être là, elle est incroyable, c'est vraiment bien. La soprano Clémentine Ayefouni interprète tout aussi bien la Banera de Carmen, de Bizet, que les autres grands classiques des compositeurs comme Mozart, Puccini, Rossini ou Offenbach. Petit à petit, d'année en année, on voit que les voix mûrissent. Et ce soir, j'ai entendu une voix splendide. Clémentine est en train de devenir une référence, une voix qui s'élève. Mais l'Afrique est entrée dans le genre classique avec sa richesse culturelle, avec ses chants et les rythmes de son patrimoine. J'ai découvert quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ce mélange de cultures crée un son incroyable. Ces nouvelles voix classiques alimentent l'inventivité des compositeurs du continent, bien décidés à populariser la musique classique africaine. Merci d'avoir été avec nous pour suivre l'actualité africaine. Rendez-vous aussi sur france24.com et nos réseaux sociaux. Prenez soin de vous. À très vite.